Nico, bueno, enhorabuena por esta carrera que has tenido magnífica. Creo que han sido unos años extraordinarios. Te deseo lo mejor y nada, que te vaya muy bien en el futuro y enhorabuena por esta enorme carrera. Nico, congratulazioni per la tua carriera, è stata splendida, sei stata una persona fantastica ancora prima di un grande giocatore. Abbiamo vissuto tanti momenti insieme. Comment ne pas parler de cette Ryder Cup et ce match contre Tiger qui restera pour moi voire le plus beau moment de ta carrière. Gracias por todos estos años, gracias por el espectáculo que nos has dado, por la amistad de todos estos años. Sono contento per te che hai fatto questa scelta, spero che andrà tutto bene in futuro e continueremo sicuramente a sentirci e a vederci, quindi in bocca al lupo per questa settimana. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Vous Sport Club, votre rendez-vous sport sur l'antenne de Divertissez-vous et de Vous Sport World. Un moment pour parler de sport, un moment aussi pour rencontrer des personnalités, des acteurs du monde du sport. Et aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale. Nous sommes ici au golf de Ringven à l'occasion du Soudal Open, l'événement du DP World Tour organisé en Belgique. Un événement qui, cette année, tourne autour de la personne de Nicolas Colsaert. Nicolas Colsaert, le premier golfeur belge en Ryder Cup, victorieux sur le DP World Tour. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière. C'est un personnage charismatique du golf en Belgique. Il est l'invité du Vous Sport Club. Nicolas, bonjour. The final dance, the last swing. On est ici à Ringven. Quel est ton premier souhait pour cette semaine? Oh, d'en profiter. C'est les quelques dernières années où je suis venu jouer ce truc. En fait, après la maladie, ça a toujours été émotionnellement super dur à faire parce que voilà, t'es en plein dans des émotions qui vont à gauche et à droite et tout ça, machin. Et en fait, j'ai jamais vraiment eu trop l'occasion d'en profiter, en fait, pour ce que ça doit être. Voilà, là, jouer avec Marcel, avec Alex Lévy, tu vois, mes parents sont là, mes enfants seront là. Donc voilà, si je peux vraiment sourire organiquement et vraiment en profiter et passer au-delà de bien jouer et tout ça, pour moi, c'est ça qui me paraît le plus important. Ouais. Alors il y avait aussi cette évidence de terminer ici en Belgique, puis je lisais aussi, pratiquer un sport au niveau professionnel, c'est un privilège, mais c'est aussi épuisant. Alors oui, voilà, quand on regarde du sport à la télé ou qu'on suit ses athlètes préférés à la télé, on ne voit que l'arène en fait, quoi. On ne voit pas tout ce qui se passe à côté, on ne voit pas les voyages, on ne voit pas les soucis qu'on peut avoir à gauche à droite comme n'importe qui. Donc ouais, c'est palpitant à vivre. Certains d'entre nous ont eu la chance de faire des choses absolument incroyables et de sentir des vibrations que le commun des mortels ne connaîtra jamais. Mais ça passe par énormément de sacrifices, ça passe par énormément d'heures, ça passe par énormément de moments où tu crois que tu vas pas t'en sortir, où tu as des doutes, et puis tu es complètement euphorique parce que tu as une idée qui te vient. Donc c'est assez tumultueux en fin de compte, mais voilà, si tu es habité par ça, tu es capable de mettre tout ça de côté et de sprinter à travers un mur s'il faut, quoi. Et c'est aussi une décision d'arrêter qui a été mûrement réfléchie, que tu as déjà en tête depuis plusieurs années, où tu disais je tirais un petit peu sur la corde, il y avait aussi un feu sacré voilà, qui avait un petit peu changé. En fait, j'ai plus la même relation par rapport au travail qu'il faut fournir, j'ai pas la même vision, je réagis différemment à faire 25-30 semaines de tournois par an, et donc voilà, ça s'est tout à fait senti dans mes résultats les quelques dernières années. J'étais pas assez sur mon sujet et assez impliqué pour faire ce métier et ce sport décemment. C'est pas une question de plus savoir taper un fer 7 sur un drapeau qui est juste derrière un bunker. Ça, à mon avis, voilà, sans faire le stouff, c'est quelque chose que, à mon avis, je pourrais encore faire pendant pas mal d'années.
Mais voilà, il faut pas en taper qu'un, il faut en taper 150, quoi. Donc, si tu veux taper 150 bons coups, il faut être à 200% impliqué, investi, et j'ai plus la même relation avec tout ce package-là que quand, allez, on va dire, jusqu'à 10 ans, quoi. Mais il y avait un objectif évidemment important, c'était d'atteindre ce cap des 500 tournois sur le DP World Tour avant d'arrêter. Et ça a été chose faite sur un lieu mythique, St Andrews, le home of golf, sur le Old Course, un moment symbolique que tu as vécu avec ta famille. Ouais, c'était canon. Honnêtement, voilà, St Andrews, c'est déjà spécial à la base. J'ai toujours eu cet atome crochu, en fait, avec tous ces endroits mythiques. Voilà, je peux très bien comprendre qu'un joueur de tennis, la première fois qu'il rentre sur le Central à Wimbledon, c'est quelque chose, quoi. Ou le Châtrier, ou Flushing Meadow, ou le premier match de foot au Park Street quand on est gamin, et puis éventuellement un jour faire une finale de FA Cup à Wembley, quoi. J'ai toujours eu une affiliation assez grande avec ces trucs, et toujours compris que ces trucs-là étaient spéciaux à vivre, quoi. Et donc St Andrews, ouais, avec Rich, on a juste pris Oliver, mon deuxième fils, parce que Jackson l'aîné n'est pas énormément branché golf, donc une semaine de tournoi pour lui c'est assez long. Et donc en fait, on s'est rendu compte que si on avait pris les 2 enfants, on n'aurait pas vécu cette semaine comme on l'a vécu là. Parce qu'il est venu avec nous partout, il a marché des tours d'entraînement, il a marché sur les fairways, et marcher ce fairway du 18 à St Andrews, en plus en jouant la semaine avec Kelly Slater, qui a gagné 10 fois le championnat du surf, qui est une légende totale, d'avoir aussi pu partager toutes ces expériences avec des gens comme ça, de marcher ce fairway, là aussi t'es complètement pris par toutes ces émotions qui te passent par la tête, la longueur du voyage accompli, et voilà, de le faire 18 à St Andrews, j'avais bien calculé parce que je savais déjà depuis plusieurs mois que, en fait, quand j'ai gardé ma carte en terminant 2e au Denil, voilà, sur le même fairway, je savais que j'allais avoir la possibilité d'arriver à 500, quoi. Mais il fallait calculer assez juste, quoi. Donc il a fallu que je joue plus cette année-là pour être sûr de tomber sur 500 à St Andrews. Ça a failli être la France, ce qui n'était pas si mal non plus, parce que c'était à Saint-Nom où j'avais un peu explosé aux yeux du public français en 2003 au Trophée Lancôme. Donc voilà, l'Open de France ou St Andrews, ça allait de toute façon m'aller, mais c'est vrai que le 18 de St Andrews, c'était vraiment le pied, quoi. Et au final, on peut dire que tu as marqué l'histoire du DP World Tour. Il y a évidemment les victoires, mais aussi des plaques commémoratives avec des drives stratosphériques au Pays de Galles, un all-in-one, des albatros, et aussi quasiment une carte de 59. C'est 60 au Portugal. Ouais, au Portugal, voilà, Lipout au 18 pour 59, qui allait être le premier du circuit européen, en fait, parce que personne n'avait fait 59, avant que Oliver Fischer le fasse sur le même parcours, d'ailleurs, X années après. Une plaque au 18 de Celtic Manor au Pays de Galles, parcours de la Ryder Cup en 2010, qui est le plus long drive de l'histoire du circuit européen, 447 yards. 408 mètres, hein, pour que les gens s'imaginent la longueur. 447, donc plus de 400 mètres. Et une plaque voilà, sur le fairway du 16 à Kings Barnes, qui est en fait un des parcours. Si tu vas jouer au golf à St Andrews, si tu vas faire ton pèlerinage de golfeur à St Andrews, tu joues St Andrews, Old, éventuellement New, si tu as de la chance, parce que c'est pas sûr que tu les joues avec leur système de tirage au sort. Mais Kings Barnes fait partie de ça. Donc n'importe quel pèlerin qui va faire son pèlerinage à St Andrews va jouer Kings Barnes, passe sur le fairway du 16 et voit une plaque avec mon nom, avec le coup de fer 6 que j'ai rentré pour Albatros, quoi. Pas oublier aussi que j'ai 2 Albatros sur le circuit européen, et les 2 sont sur caméra. Donc tu peux très bien faire un Albatros un jeudi à 6h du soir au 14 à l'Open de Tchéquie et personne n'est au courant. Donc j'ai franchement pas mal de bol. Était-ce un désir de marquer l'histoire, justement, secret? Oui, mais inconsciemment. Je pense que... J'ai dit ça il n'y a pas longtemps. Je pense que je n'aurais jamais été capable de vivre à 120 km/h sur la bande du milieu. Donc c'est un peu à l'image de ses 25 ans, avec des hauts, des bas, avec de la frustration, avec des moments de joie complètement incroyables. Donc j'étais pas prédestiné à faire quelque chose de standard, et je pense que je l'ai prouvé sur ces 25 dernières années.
Mais quel parcours! Tu as commencé à Boisfort, tu es passé à Rigenay, au Royal Waterloo, et tu as aussi eu cette évidence pour toi de devenir professionnel. Est-ce que tu te rappelles aussi de tes débuts quand tu étais avec cette envie de devenir professionnel? Alors, il faut savoir quand même que... Alors, il y a plusieurs choses sur cette photo. Il y a... Donc, déjà, c'est à 1000 Bruxelles, donc rue du Marteau 53. Pour ceux qui connaissent, à 500 mètres du Myrano, ou de la place Saint-Josse, juste à côté de la rue de la Loi, pas loin du Cinquantenaire. Donc, vraiment, on ne peut pas être vraiment plus dans le centre-ville de Bruxelles. La vitre qui est dans le fond, là, c'est là où habitait mon arrière-grand-mère. Et mon père a dans les mains derrière là des pochettes de Panini. donc dès que je faisais un bon swing ou que je tapais une bonne balle, j'avais droit à une pochette de Panini, quoi. Donc je sais pas si là à mon avis ça devait être la Coupe du Monde 1990. mais là, j'avais quelques clubs que j'aimais bien taper là. Que tu as toujours, je crois, ton Power Hit 7 et d'autres clubs. Ouais, j'ai gardé tout. Enfin, mes premiers clubs, je les ai pas tous. Mais j'ai mon premier fer 7, j'ai mon premier bois 3 avec lequel je passais mon brevet d'aptitude à Boisfort. À savoir à l'époque que certains week-ends à Boisfort, on tapait le practice, c'était dans l'autre sens aussi. Donc moi j'ai passé mon brevet d'aptitude en tapant vers le chipping green et vers le green du 8, quoi. Voilà, ça c'est pour ceux qui connaissent Boisfort depuis longtemps. Et il y a aussi l'inspiration de Bernhard Langer, je crois. Tu as lu un jour un article sur Bernhard Langer qui s'est concentré. Voilà, toi, t'as parlé à mes parents, toi. Non. Et qu'à ce moment-là, tu t'es dit, voilà, maintenant c'est 100% golf, je veux devenir professionnel. Voilà, j'étais tombé sur un article de Bernhard Langer qui avait arrêté l'école à 14 ans. Et donc moi, l'école, c'était pas vraiment mon endroit de prédilection, où je sentais que j'étais toujours un petit peu en marge du système scolaire normal. Et donc j'avais dit à mes parents, à 12 ans d'ailleurs, parce que j'ai lu cet article à 12 ans, que voilà, je voulais arrêter l'école et me consacrer au golf, quoi. Donc ça n'a pas été reçu avec les félicitations du jury à la maison tout de suite. Mais voilà, ils n'ont pas eu énormément de chance à ce niveau-là, parce qu'à un moment, ils n'ont pas eu le choix. Quand je suis arrivé à 15, 16, 17 ans, où je commençais vraiment à avoir un vrai calendrier de tournoi, le cursus scolaire normal était juste ingérable. Maintenant, ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils auraient pu être beaucoup plus stricts à ce niveau-là, mais en face, ils avaient quelqu'un qui était vraiment pas du tout réceptif à l'environnement scolaire. Et donc, ça s'est imposé comme une évidence, malheureusement pour eux, quoi. Mais justement, tu disais aussi que quand on fait une carrière, il faut avoir aussi un petit peu de chance. Et peut-être la chance, c'est justement d'avoir eu des parents aimants qui ont toujours été là, qui t'ont accompagné, qui sont toujours avec toi depuis le début. Et qui ont toujours été présents pour toi. Ouais, en fait, j'ai eu énormément de chance. Il y a plein de choses. Il y a le transfert de l'amour du sport à travers la famille de mon père. Il y a ma mère qui a toujours été un peu en retrait, mais qui, elle, voyait son fils. Tu vois, donc ouais, ça a dû être par moments extrêmement dur pour eux. Et tu as toujours été reconnaissant de leur éducation? Non, écoute, j'ai vraiment eu énormément de chance d'avoir les parents que j'ai eus. Si j'avais eu des autres parents, peut-être que je serais devenu, je sais pas, postier, je sais pas, mais quand j'ai commencé à bien jouer, que j'ai commencé à gagner un petit peu plus d'argent et tout ça, je me suis fait une priorité de les faire voyager le monde. Qu'ils en profitent aussi, parce que sans eux, tu fais pas tout ce voyage, quoi. Non, tout à fait. Et c'est aussi une chance, voilà, au départ, d'avoir ces parents qui te permettent de suivre tes rêves. Ce sont les personnages clés au départ. Si tu n'as pas des parents qui sont capables de comprendre qu'il va falloir faire des sacrifices et en fait, un jour, je pense que c'est ma mère qui m'a dit, tu sais, avec tes enfants, tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. Et elle avait raison. Un autre personnage clé, c'est évidemment Michel Van Merbeek. C'est une chance de l'avoir rencontré, que de souvenirs aussi avec lui. Et c'est vrai que je crois que vous êtes rencontrés à la Tournette en 1992. Ouais, Michel donnait cours. La première fois qu'on s'est vu, c'est en 91 ou 92, je pense. Et Mich,
voilà, j'ai eu aussi énormément de chance de tomber sur Mich. J'aurais pu tomber sur quelqu'un d'autre, ce serait peut-être moins bien passé. Et voilà. Tu dis sans lui, je ne serais sans doute jamais arrivé là où je suis arrivé. Bon, voilà, je pense qu'il te dirait la même chose. Voilà, je serais peut-être arrivé, mais d'une autre façon, je serais sans doute devenu quelqu'un de différent. Et voilà, toutes ces rencontres que tu fais au fur et à mesure du voyage définissent qui tu deviens. Michel est un vrai sportif dans l'âme. Et ouais, voilà. Et puis c'est le revoir ça, tu vois. Mais c'est le souvenir de la Q School. Non, mais c'est tellement c'est tellement de souvenirs. Ouais, il a été extrêmement important dans ma vie. Et puis tu le vois là en dessous, il a doublé de volume, il fait de la gym tous les jours. Enfin, c'est aussi pour ça un malade mental comme moi. Donc ouais, personnage incroyable sans qui ma vie aurait été différente. Ouais. Il était avec toi à la Q School de Chart Hills jusqu'à San Roque. Et finalement, à 18 ans, tu te retrouves sur le circuit. Mais tu as eu cette déclaration en disant, sur le practice, en voyant les autres joueurs, et en écoutant la frappe de balle de ces autres joueurs, j'ai compris que je me qualifierais sans trop de problèmes. Ah, j'ai dit ça? Oui, tu l'as dit. Ah merde, ça je me souvenais pas. En fait, je me rendais pas compte à quel point ma vie pouvait changer du jour au lendemain en allant à cette qualifying school. Donc avec Michel, ouais, on est allé à PQ1, on avait pris notre voiture, on est allé à Chart Hills, on a même encore pris le bateau à l'époque. Il y avait pas je sais pas s'il y avait le tunnel ou enfin soit. Mais ouais, d'ailleurs en fait. En allant à Chart Hills à PQ1, il y avait un Open de Belgique. Donc moi, j'ai pas joué en fait le dernier Open, le dernier Belgacom, qui s'est déroulé aux Août, à l'époque, en 2000. Donc voilà, premier sacrifice, tu vois. Tu dis à un jeune amateur belge, écoute, on va aller à la Qualifying School, c'est la semaine de Belgacom. Maintenant, je te garantis qu'il y en a plein qui disent, ah non, je préfère jouer le Soudal, quoi. Donc voilà, mais je me souvenais pas avoir dit cette phrase de Dickenet complet, mais voilà, je savais que j'arrivais à faire des choses différentes des autres, de là à se qualifier la première année que tu vas. Tu as terminé 4e, hein. Non, j'étais même en tête, j'étais en tête au bout de 4 jours, quoi, 18 14 ans. tours de compétition. Ouais, en fait, donc tu avais 4 tours PQ1, 4 tours PQ2, qui était en Espagne, où j'ai fait 64 le dernier jour, où le samedi d'ailleurs, je jouais avec Marcel. Pour passer. Et donc on arrive à la Qualifying School qui est à San Roque, où à l'époque il fallait passer pro. Donc pas le choix, passer pro. Et donc ouais, en tête au bout de 4 tours, et puis terminer 4e, c'est ça? Okay, ouais. Tout à fait, 4e, avec plus de 700 joueurs déjà au départ. Ouais, donc donc un sacré quelque chose d'incroyable. Ouais. Tu évoques des golfeurs, t'as pas eu beaucoup d'idoles. Mais Fred Couples, ça c'était quand même Fred Couples, il avait un truc cool. Bon, maintenant, tu vois, il y en a plein d'autres, tu vois, des Norman et tout ça, ça avait un certain impact quand tu voyais ça à la télé, mais c'est vrai que Fred Couples, tu vois, le pull comme ça et tout, ouais, c'était quelque chose qui m'inspirait, quoi. Et énormément de cul parce que je jouais un tour d'entraînement avec lui au Dubaï des Heures Classiques il y a X années. Et puis le vendredi, je suis sur le green du 9. Et il faut savoir qu'à Dubaï, le green du 9 et 18 est un green, c'est un double green. Et tout autour est entouré d'hospitalité. Et je suis sur le bord du green avec Brian. Et Brian me dit, tiens, regarde un peu, quoi. Et je me retourne et il y a Fred Couples derrière la vitre qui me regarde et qui me fait comme ça, quoi. Donc ouais, énormément de chance d'avoir rencontré tous ces dieux vivants de ce sport, d'avoir rencontré des sportifs incroyables, d'avoir rencontré des chefs d'État, d'avoir rencontré vraiment des gens qui ont une vraie place dans le monde. Voilà. Si j'avais pas été golfeur, j'aurais sans doute jamais eu la possibilité de me retrouver dans certaines pièces où je me suis retrouvé, dans certaines discussions où je me suis retrouvé. Ouais, franchement, c'est un véritable cadeau tombé du ciel. Alors il y a eu la victoire en 2011, le Volvo China Open, c'était ta première victoire sur le DP World Tour, mais tu dis souvent le tournoi qui a servi de déclic, c'est le World Match Play, tout d'abord en 2011 où tu vas battre des joueurs de renom comme Retief Goosen, Rory McIlroy, et puis évidemment tu vas le gagner l'année suivante en 2012 à Finca Cortesine en battant Graham McDowell en finale, mais tu dis c'est vraiment un tournoi déclic pour moi où j'ai vraiment pris conscience de mon potentiel de concurrencer les meilleurs joueurs. Oui, parce que, encore une fois, moi, c'est un tournoi que j'ai regardé à la télé quand j'étais gamin. À l'époque, ça jouait à Wentworth, ça passait sur la BBC, tu vois. Moi, à l'époque, le golf, il fallait le choper sur la BBC, quoi. Tu regardais le British, tu regardais le championnat du monde match play,
Et tu regardais le Masters, mais le Masters, ça commençait super tard et tout ça machin. Moi, j'ai pas regardé beaucoup de Masters quand j'étais gamin, parce que voilà, il y avait école le lendemain, il fallait aller à l'école. Donc ouais, ce Volvo World Match Play, en plus c'était du match play, ça m'allait bien, le parcours m'allait bien. Et c'est vrai que la première année où je me suis fait quand même 2-3 matchs en scalp, où je perds en demi contre Poulter alors que je dois gagner, en fait, parce que je fais 3 putts au... Tu perds au 19e. Hein. Ouais, je fais 3 putts au 15 et là le match tourne. Après je mets un drive au 16 à droite dans les bouches, je dois prendre un injouable et là c'est là où je perds un peu les pieds dans le match, mais je devais me faire putter, je devais aller en finale la première année, quoi. Et donc en arrivant l'année d'après, j'ai du cul d'ailleurs parce que je passe en play-off le système des poules en faisant birdie contre Schwartzel, on met tous les deux un coup de wedge à 2-3 mètres chacun. Et on arrive tous les deux là où sont nos balles, on est, je te jure, à 30 cm l'un de l'autre. Et lui, il a une marque de spike dans la ligne. Et moi, je putt en premier, je mets. Lui, il putt, prend la marque de spike et rate. Donc voilà, ça s'est joué à 3 mm d'herbe sur un green. Donc comme quoi, voilà. Et à ce moment-là, il faut croire en ses chances et il faut y aller au pied au plancher jusqu'au bout, quoi. Ce tournoi marque un tournant en 2012 ouais. Parce que là, tu intègres le top 50 mondial et finalement, la perspective de la Ryder Cup devient réelle. Tu avais déclaré « Je me suis découvert guerrier et finalement beaucoup plus que ce que je ne l'imaginais pour aller chercher cette place en Ryder Cup. » Ouais, mais ça m'habitait encore, tu vois. Comme cette Ryder Cup était pour moi quelque chose qui était pour moi vraiment le truc que je voulais atteindre. Et là, tu te rends compte, tu dis, OK, là c'est vraiment une réalité, là, j'ai vraiment ma chance d'y aller. Il faut... Tous les tours comptent, tous les coups comptent, tous les trous comptent. Et encore, ça a failli passer à côté. Parce qu'à Firestone, au WGC, moi je passe un peu à côté, et Cabrera Bello était bien, et il passe un peu à côté le week-end, et donc ça me permet de rester devant lui. Donc voilà, fallait qu'il y ait tellement de choses qui se mettaient en place. Mais voilà, je jouais extrêmement bien. Mais voilà, de nouveau, il faut toujours avoir ce petit coup de pouce et ce petit coup de bol, même si tu prends les bonnes décisions, tu fais les choses bien, et ça machin, ça dépend malheureusement pas toujours que de toi, quoi. 4-ball match between the European team, represented by Lee Westwood and Nicholas Colsaerts. Superbe Nicolas Colsaerts.
La Ryder Cup, ça reste le moment évidemment dans ta carrière vraiment ultime où tu as pleinement profité, mais finalement avec le recul tu dis j'en ai peut-être pas autant profité que ce que j'espérais. Quand tu la joues, t'as pas le temps en fait. Parce que, enfin, tout dépend comment tu veux y participer. Moi, avec voilà, mon pédigré de sport d'équipe et tout ça, je savais que je voulais participer à tout. D'être dans les discussions, d'être dans les machins, d'être dans le vestiaire, parce que je sais l'implication que ça a sur le résultat final. Maintenant, certains, voilà, il y a certains qui percutent pas autant là-dessus. Mais ouais. Et c'est vrai qu'avec le recul, en fait, j'en ai beaucoup plus profité quand j'étais vice-capitaine à Rome en 2023. Avec ce fameux clapping là qui reste historique. Oui, bon, maintenant on va pas demander à Molinari de faire un clapping. Je veux dire, il faut c'est parce que ça illustre tout ce que tu habites de la charge, tu vois. Donc, qui est-ce qu'on envoie? On envoie le rigolo de service, quoi. Mais tu as savouré ce moment, hein, ce clapping. En fait, voilà, ce que les gens savent pas, en fait, c'est que, en fait, toute cette saison 2023, moi, je suis en pleine dépression. Je suis sous médoc. Donc je vis vraiment un véritable calvaire. Donc après avoir mis Luke Donald au courant, parce qu'il est capitaine, je suis obligé de lui dire, écoute, j'ai un souci, il se passe ça. Mais chaque fois que je pense Ryder Cup, machin, dans les discussions, un truc, j'ai aucun souci. Mais voilà, j'ai du mal à gérer le fait d'être en tournoi chaque semaine et tout ça, quoi. Parce que tu as une vraie responsabilité. Tu es vice-capitaine, tu joues, tu dois jouer avec les mecs, tu dois regarder, tu dois balancer les infos. Et voilà, c'est ton véritable, c'est ta véritable étiquette, quoi. Donc, en fait, ces clappings sur le départ du 1 à la Ryder Cup, moi, c'est vraiment médical, quoi. Et si vous les trouvez sur Internet, sur YouTube, vous voyez en fait que les 3 clappings sont tout à fait différents, quoi. Le premier, c'était un peu jeté dans l'arène, même si j'en avais déjà fait un avec Greg Avray à la Ryder Cup en 2018 à Paris. Les 3 clappings sont super différents à Rome, quoi. Particulièrement les 2. Le deuxième, c'est celui où vraiment, où là, je me remplis d'amour, d'attention et de... En fait, ça va aller, quoi. Ça va aller. Tu verras des jours meilleurs, quoi. Mais c'était vraiment... ouais, quand t'es sur un départ du 1 de Ryder Cup comme ça et que tu clappes et que t'as tout le monde au doigt, c'est quelque chose d'incroyable. Tu as disputé tous les tournois du Grand Chelem, Ouais. top 10 au British, top 10 aussi à l'US Open. Tu étais même à un moment donné en tête de l'US Open. 2 années de suite. Mais entre toi et les États-Unis, voilà, ça n'a pas matché. Ça allait pas et c'est dommage parce que c'est vrai que j'avais le jeu pile poil pour les States. J'avais peut-être pas le petit jeu assez cinglant pour être performant tout le temps aux States. Mais ouais, j'ai toujours eu du mal. Et en fait, j'ai eu du mal socialement. J'avais plus de plaisir à passer du temps avec les mecs de Callaway du lundi au mercredi dans le camion, aller jouer au tennis avec eux le soir, que quand le sifflet était parti le jeudi matin, quoi. Donc ouais, j'ai eu du mal. Tout le monde, je rentrais dans ma chambre d'hôtel à 6-7 heures du soir, j'avais déjà bouffé, tout le monde pionçait à la maison, donc ouais, j'ai vraiment eu du mal. Par contre, pour le golf, c'est incroyable. C'est vraiment red carpet partout où tu vas, tu joues des parcours incroyables, c'est comme si tu jouais pour le Real de Madrid, quoi. Donc pour le coup, pour le golf, PGA Tour, ça reste quand même quelque chose de canon, ouais. Et quand tu as joué, tu as toujours eu cette fierté aussi de représenter la Belgique, de représenter aussi Bruxelles, ton amour aussi de Bruxelles, comme tu dis, moi, les solmeniers, les croquettes de crevettes, etc. Ouais, normal. Il me les faut, normal. Parce qu'il est bon, quoi, merde. Et aux Jeux Olympiques, là, ça a été encore sans doute beaucoup plus fort pour toi, en pensant aussi à ton arrière-grand-père, Jean-Jacques Tensen. Ouais, exact. Et donc, pour toi, c'était aussi important d'aller là-bas et de représenter la Belgique, d'avoir cette fierté aussi. Alors moi, dès que j'ai appris que que le golf allait être une des épreuves des Jeux Olympiques, voilà, c'était évidemment quelque chose qui, moi, me parlait à 200%. Ouais, un pins de mon arrière-grand-père qui date du début du siècle, les matchs de hockey avec les hockeyeurs, où ils battent la Hollande, dans le bus avec eux. Et d'ailleurs, Philippe Goldberg, qui était dans le staff, qui est anversois, on est à Anvers, donc voilà, qui est du Berscott à la base, m'a rappelé ça, qu'en fait, le mec du bus s'était perdu pour aller à un des premiers matchs.
Et en fait, c'est moi, avec mon téléphone, qui était à côté du mec, machin, pour arriver au stade et tout. Et donc, je me souvenais pas. Mais donc, ouais, il me le rappelle souvent de dire qu'en fait, si je suis pas à l'avant du bus avec mon téléphone, peut-être que l'équipe nationale belge n'arrive pas à temps pour son premier match des Jeux Olympiques. Ce qui est complètement quelque chose de complètement aberrant. Mais ouais, les Jeux Olympiques, c'était complètement incroyable. T'es dans le village... tu vois Philippe Lucas, tu vois les basketteurs américains, tu vois les nageurs, tu vois des athlètes de toute taille, de toute forme, de toute culture différente. Et aussi, tu te rends compte en fait qu'on avait un bol de malade, nous, c'est que nous, on joue des tournois chaque semaine. Et que ton calendrier ne se limite pas à tous les 4 ans, les Jeux Olympiques et les championnats du monde tous les 2 ans, quoi. Donc ça remet un peu les idées au clair. Vraiment une expérience incroyable à vivre avec Peters qui était pas loin, qui a terminé 4e, qui sur les 9 derniers a failli aller échapper une médaille. Donc vraiment une semaine remplie d'émotions au point de vue sportif, mais au niveau personnel aussi, c'était canon. Et puis évidemment, il y a aussi ce moment symbolique en 2019 quand tu t'imposes à l'Open de France. Ouais. C'est vrai que cette photo, elle dit quand même énormément la manière dont tu prends ce trophée. Voilà, il y a tout là-dedans. 7 ans d'absence avant de gagner à nouveau un trophée. On sait à quel point tu es proche aussi des joueurs français. Mais il y a tout là-dedans. Il y a aussi cet amour du golf, tout simplement. Ouais, et alors cette semaine-là aussi, il y a tellement de choses. Donc je suis à 2 doigts de perdre ma carte. Et donc j'étais assez proche de Thomas Bjorn. Et Thomas Bjorn me dit tu lis des livres ou pas? Je dis non, pas beaucoup, non. Et il me dit alors tu l'achètes en audiobook. Et donc ce truc qu'il m'avait conseillé, je l'ai écouté tous les matins. Et c'est la première semaine en 2019 depuis des mois où je joue sans arrière-pensée. Je suis en train de perdre ma carte. 2 semaines avant, en Italie, je fais plus 4, plus 5 ou plus 6 sur le retour. Ça me glisse entre les doigts alors que j'étais nickel. C'était un relais series. Il fallait que je fasse dans les 25-30 premiers. J'étais nickel. Et j'explose sur le retour le dimanche. Et sur le fairway du 16, je suis presque les larmes aux yeux. Je dis à Brian, qui me qu'a dit à l'époque, je dis, je sais pas ce que je sais pas comment faire. Je sais pas, ça me glisse vraiment entre les doigts. Donc en plus, le golf national, l'année après la Ryder Cup, j'ai vu les mecs jouer la Ryder Cup l'année d'avant. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, il y a moyen de jouer ce parcours beaucoup plus agressivement que je jouais depuis toutes ces années. J'en ai peut-être joué 12 des Open de France au golf national, quoi. Donc, il faisait dégueulasse aussi. Donc le parcours était beaucoup plus soft, c'était beaucoup plus facile à jouer. Mais ouais, une semaine incroyable, 12 escargots tous les soirs. Voilà, donc voilà, plein de souvenirs incroyables, évidemment. Mes parents, là, sur le green du 18, de nouveau. Ouais, cool. Beaucoup d'émotions. Ouais. Justement, parlons aussi de ton swing. On t'appelait le Belgium Bomber avec ta longueur. Et quel a été ton regard sur ton swing? Ou quel est-il? Quel est ce regard personnel? En fait, le swing, pas trop, quoi. C'était plus la qualité de certains coups que j'arrivais à faire. J'ai toujours eu un jeu du rough incroyable. Voilà, j'arrivais à taper des fers 8, 7, 6 dans des roughs comme ça où les autres n'arrivaient pas. Taper des longs fers stratosphériques qui tombaient sur les greens morts, donc capable d'aller chercher des drapeaux que les autres n'arrivaient pas. Puis évidemment, oui, pendant quelques années, être le plus long joueur du circuit ici, d'envoyer quand même des briques, c'était quand même sympa. Donc non, plus en fait la qualité de ce que j'arrivais à développer plus que techniquement. Je laisse ça aux spécialistes. 3 victoires, tu te dis finalement j'aurais pu en avoir 15 ou 20. C'est vrai que tu as terminé, je crois, 7 fois. 20, peut-être pas, voilà. Deuxième. Dans mes fantasmes les plus fous, je vais dire 15. Si j'en avais eu 6, 7, 8 sur mon CV, ça aurait été. Mais alors aussi, dans toutes les personnes qu'on évoque qui t'ont accompagné, il y a aussi une autre personne, c'est Vincent Boremans, qui était à tes côtés justement aussi depuis de très nombreuses années. Il fait aussi partie de cette équipe et c'est aussi une personne qui était excessivement chère depuis de très nombreuses années. Oui, et puis Vincent, on se connaît aussi depuis super longtemps. C'est aussi un véritable passionné de sport et de golf. Et puis j'aurais pas été capable de faire toutes ces années entre
2010, même si on avait commencé avant ça, en fait, voilà, moi j'ai quitté IMG et en fait, Vincent est la première personne à qui j'ai pensé, donc j'avais vraiment besoin d'aide, j'étais complètement perdu. Et Vincent a été capable de relever le défi, de s'occuper de tout le côté administratif de ma vie à un moment où j'étais au plus bas de ma carrière, quoi. Donc, et puis voilà, il en a été quelque part un peu récompensé sur les 2010, 11, 12, 13 à rencontrer Jack Nicklaus à 1 heure à table avec moi, Jack Nicklaus, Vincent Boromans et Michel Van Der Beek, quoi. Donc voilà, la même chose pour Michel. Voilà, je pense que j'aurais pas été capable sans eux et en même temps, ça leur a ouvert des portes qui ne seraient sans doute jamais ouvertes devant eux, quoi. Oui, parce que tu l'as dit aussi humblement, à un moment donné, j'ai touché le fond, mais j'y ai toujours cru. Alors, c'est pas que j'y ai toujours cru, mais je n'ai jamais perdu l'espoir. Parce que je savais que j'avais ça dans les doigts. Je savais je sais qu'il y a quelques années où j'ai vraiment fait le con. Mais je savais que ça pouvait le faire. Ça pouvait le faire. Maintenant, de là où j'ai dû repartir, il y a, à mon avis, 9 mecs sur 10 qui ne seraient pas revenus là où moi j'ai été capable d'aller. Donc ça, c'est une véritable fierté d'avoir vraiment été au fond du seau et de me retrouver 3 ans après sous le tee du 1 de la Ryder Cup à jouer contre Tiger Woods et me le payer au passage, quoi. Une autre personne qui a beaucoup compté, c'est Brian Nielsen, Ouais. ton caddie. L'osmose a été vraiment parfaite. Ouais, alors Brian, c'est marrant parce que en fait, moi, je suis sur le Challenge Tour et j'envoie un message à Chris Liley, qui était aussi un ancien caddie à moi, qui me caddiait au Lancôme à l'époque, début des années 2000, qui est un Anglais qui habite à Toulouse, donc il parle français comme toi et moi. Et je lui dis, écoute, moi, je vais passer, regarde qui est, à ce moment-là, il caddiait pour Jacqueline, je dis, regarde qui va être available dans les prochains mois. Tu me donnes 3 noms. Et en fait, Brian n'était pas le premier nom sur la liste. Mais le premier mec que j'ai contacté me dit « Ouais, écoute, non, j'arrête, je rentre, terminé, machin. » Donc, Brian. Et donc, Brian et moi, on se rencontre véritablement pour la première fois en Australie, où je suis dans ce camp d'entraînement à Brisbane, là, à A-Game. Et il vient de Thaïlande, il est de Brisbane à la base, et il n'est pas rentré à Brisbane depuis je ne sais pas combien d'années. Et au moment où il arrive à Brisbane sur place, je lui dis « Écoute, bonne et mauvaise nouvelle, c'est que bonne nouvelle, on est rentré à Dubaï, dans le tournoi de Dubaï qui est la semaine prochaine. Mauvaise nouvelle, c'est qu'on doit partir demain. Donc le pauvre, il revient pour la première fois là où il est né en 7 ou 8 ans. La chose marrante, c'est qu'il rentre chez son frère qui lui dit « Tiens, salut, mais bon, bonne nouvelle, je repars dans 3 heures, j'ai un autre avion pour retourner vers Dubaï. » Donc ça, c'est le premier meeting qu'on a avec Brian. Et puis, ouais, aussi, voilà, j'ai permis à Brian d'aller aux Jeux Olympiques, j'ai permis à Brian de vivre une Ryder Cup, mais Brian était canon. Aussi de repartir de là où on est reparti et d'avoir fait tous ces échelons de premier majeur, premier US Open, premier British, premier machin, premier truc. Voilà, c'était l'osmose en fait entre les deux trajectoires était vraiment parfaite, quoi. Et puis quelqu'un qui a aussi intégré le staff et qui était très cher, c'est tout simplement Jérôme Teny, c'est ton ami, souvenir aussi de publicité déjantée avec Golf Repair, mais c'est... Et aussi aujourd'hui, je peux même donner parfois des conseils, le putting inversé aussi, parfois, le grip inversé sur le putting. C'est vrai qu'à l'Open de France, s'il me dit pas, écoute, mets-toi en grip inversé, en fait, bon, je fais encore un peu les deux, tu vois. Donc tout ce qui est en dessous de 10-15 feet, parfois 20 feet, je le fais encore en inversé, et tout ce qui est long putt, je le fais encore dans l'autre sens. Mais c'est le copain de toujours. Bah, Jérôme, c'est, comme ils disent maintenant, les jeunes, c'est le sang, quoi, tu vois. Ouais, depuis le début, on s'est tout de suite super bien compris. On a fait les 400 coups ensemble. Lui, ses rêves de golfeur ne se sont pas concrétisés comme il le voulait, mais il est tellement fort dans ce qu'il est devenu, quoi. Voilà, moi, j'ai jamais lu un livre de golf de ma vie et lui, il les a tous lus, quoi. Donc, une complémentarité incroyable. Encore maintenant, à notre âge, on peut avoir parfois des fous rires sur une histoire de 3 mots, quoi. On s'est tout de suite compris dès le départ, on a voyagé le monde ensemble, on s'est retrouvés dans des situations complètement rocambolesques, et ouais, ça c'est à vie, ouais.
Alors, on a dit les États-Unis, pas trop. Par contre, l'Australie, ça compte énormément pour toi. Ça a été... Tu vas sortir les photos des gosses et tout, je te connais. Non, mais ça a été le pays d'abord de ta résurrection sportive, où tu es parti pendant 3 mois et demi aussi. Voilà, il y a des gens, je crois, qui t'ont aidé. Je crois Alexis Manet, il y a aussi Patrick Bros, qui était là pour justement te... Et tu avais ce souhait d'avoir plus de structure. En fait, Alexis plus tard, donc en premier Patrick. Donc moi à ce moment-là, j'ai plus un plomb sur mon compte en banque et voilà, c'est Patrick qui me paye mon billet d'avion pour aller en Australie, quoi. Donc ouais, et puis en revenant, en fait, c'est Alexis qui me met une voiture à disposition avec laquelle je pars jouer mes premiers tournois du Challenge Tour. D'abord à Pléneuf-Valandré, où je termine 10e. Puis de là, je vais à Turin. Je me rends compte, en fait, dans la route, en allant vers Pléneuf, que j'ai oublié mon bois 3 dans le Pro Shop du Waterloo chez Bernard Cuvelier. Donc, je joue, en fait, ma série de tournois Pléneuf-Valandré, Turin, pour revenir en Belgique après, sans bois 3, quoi. Dans la voiture d'Alexis, qui était une Wrangler, où il avait mis un chip dedans, et en fait ce chip n'était pas reconnu par le moteur, donc j'ai une panne moteur sur la route en descendant de Pléneuf-Valandré jusqu'à Turin. Enfin, voilà. Si tu veux expliquer à un jeune gamin, voilà, tout au long de ce voyage, il va se passer des trucs, et il va falloir que tu gères non-stop, quoi. Mais ouais, sans Patrick et Alexis, il n'y a peut-être pas d'Australie, et puis il n'y a peut-être pas ce qui suit après, quoi. Parce que ce que je suis après aujourd'hui, Rachel, elle est australienne, je veux dire, voilà, c'est aussi la mère de tes enfants. Et tu dis aussi, c'est vrai qu'elle a beaucoup de mérite parce que c'est pas évident d'être la femme d'un sportif de haut niveau. C'est l'enfer, c'est la pire des vies. Certes, t'as quelques semaines dans l'année où ils vivent des choses incroyables aussi, mais t'es jamais là, t'as des humeurs, tu joues pas comme tu veux. Donc t'es un peu au trouble desk. Donc c'est pas pour tout le monde. Elle est en acier forgé. Elle a fait 2 garçons incroyables. Même encore maintenant, parfois, voilà, on se prend la gueule comme n'importe quel couple et tout ça. Je peux lui dire des choses horribles, même s'il y a des traits de son caractère que je déteste aussi, comme dans n'importe quel couple. Mais elle est incroyable. Elle a un parcours complètement atypique. Elle est belle comme un cœur, elle est intelligente, elle est drôle, elle est... rien que la semaine passée, tu vois, on est à Abu Dhabi, on a invité à une bouffe pour le départ de l'ambassadeur de Belgique aux Émirats. Et je suis tellement fier de pouvoir rentrer dans cette pièce avec une femme comme ça à côté de moi, quoi. C'est... Ouais, j'ai une chance incroyable, quoi. J'aurais pu déjà terminer seul, passer à côté de ce qu'elle représente dans notre couple et dans notre famille. Ouais, c'est vraiment une personne incroyable. Parce qu'il y a eu cette fameuse aussi épreuve de la maladie, cette maladie rénale rare. Et tu dis, elle a justement trouvé les mots justes à cette période-là. Elle a été super forte en fin de compte parce qu'elle a un passé médical. Donc en fait, elle a été sales chez Novartis. Donc en fait, elle a passé X années de sa vie avec des médecins. Donc elle connaît le jargon, elle sait comment ces gens fonctionnent et tout ça. Et en fait, moi, le premier check-up que je fais quand je sais que ça va pas, ou j'ai des pieds comme ça, ou je fais de la rétention d'eau, c'est elle qui dit au médecin « Ce que vous voyez, il y a autre chose. C'est pas avec une échographie de la hanche qu'on va voir. Il faut aller creuser plus loin. » Donc sans elle, peut-être je monte dans cet avion 2 jours après pour aller jouer un tournoi en Thaïlande avec des caillots de sang dans mes poumons et peut-être j'y passe, quoi. Donc voilà, une raison encore à rajouter à la liste sans Rachel Smith qui a grandi à Wollongong à 1h30 au sud de Sydney, je serais peut-être pas là en train de te parler, quoi. Mais tu dis aussi cette épreuve m'a permis de relativiser, de voir là aussi où est l'essentiel et finalement de maturer un peu cette décision aussi d'arrêter sur le circuit. Ouais, bon, maintenant, ça a accéléré le process, clairement. Voilà, cet épisode santé encore, tu le vois maintenant, hein, tu vois, a fait... Déjà, j'étais quelqu'un de sensible à la base quand j'étais jeune, mais là, maintenant, tout ça est décuplé par 100, quoi, tu vois. Donc ouais, une épreuve compliquée à gérer, pas nécessairement qu'au point de vue santé, mais aussi au point de vue mental, quoi. Donc malade...
sur la banquette pendant 6 mois, remonter sur le circuit, être sous traitement, perdre sa carte, et puis regagner sa carte, et puis dépression, et puis machin, et trucs. Donc en fait, si tu as un peu l'envie de t'y plancher, tu te rends compte en fait que mes 3, 4, 5 dernières années, c'est quelque part les plus tumultueuses de toute ma carrière, quoi. Mais ça n'empêche que cette réflexion est mûrement réfléchie. J'ai plus le gaz à passer 25-30 semaines à regarder le plafond quand je suis jet-lagué en Asie, quoi. Donc tout ça a du sens. Mais tu restes passionné par le golf, puisque tu es plus commentateur aussi, tu prends beaucoup de plaisir. C'est vrai que parfois aussi tu as des expressions, parfois aussi des expressions vis-à-vis de toi-même. Je me rappelle d'un va vendre des gaufres, tocard, à l'Open de France. Sur le fairway du 15 à l'Open de France, ouais. Mais ça te plaît aussi, cet autre aspect du golf. golf. Mais t'es habité par ça, tu vois, quand ça fait autant partie de ta vie. Et de nouveau, je sais que je suis différent des autres, je lis les situations différemment que les autres. Et j'ai toujours eu cette proximité avec les autres parce que je suis passionné de ça, tout simplement, quoi. Donc je peux être subjugué par le coup de drive de Jon Rahm au 6 d'un tournoi, peu importe où, quoi. Tout comme une sortie de bunker que je vais voir à la télé d'un mec qui a un pied en dehors du bunker pour passer le cut d'un tournoi quelconque. Voilà, il ne faut pas oublier que ce sport est quelque chose d'incroyable, que les mecs qu'on voit à la télé savent faire des choses incroyables, que personne d'autre n'arrive à faire dans un club quand il joue le week-end, quoi. Donc facile de... Ouais, mais enfin, regarde, il a fait que 71. Oui, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent quand on joue beaucoup au golf, quoi. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Je voyais aussi cette déclaration de Michel. Bon, finalement, on est parti d'un livre tout blanc. Ouais. Et puis aussi pour toi, la fierté de dire « Je me suis construit tout seul ». Oui, voilà. Quand tu débarques sur le circuit aussi jeune que ça, à cette époque-là, autant Michel que moi, même si Mich, tu vois, avait un petit peu d'expérience avec Florence Escampe à l'époque, tu vois, qui a fait une méchante carrière aussi. Tu vois, aller avec Florence chez David Ledbetter à l'époque et tout, mais voilà, nous, on est partis de Bruxelles ici, avec nos bagages, avec nos clubs de golf. Il a dit un jour à ma mère, quand on partait à l'Orange Bowl, j'avais 15-16 ans, il a dit à ma mère, écoute, t'inquiète, je m'en occupe comme si c'était le mien, quoi. Donc ouais, c'était vraiment de l'aventure. On n'était pas préparé à cette aventure professionnelle du circuit aussitôt, autant lui que moi. Mais ça a un certain charme parce qu'on doit aller chercher les infos à gauche et à droite. Et donc on a dû, comme il l'a dit, on a dû se construire tout seul. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle, en fait, en 2010, à ce retour, ça a été très vite. Ça a été très haut, très vite. Là où certains autres joueurs, normalement, prendraient plus de temps, quoi. Un parcours de golf, c'est une gestion d'émotions. Tu aimes aussi transmettre des émotions. Quel est le message que tu transmets aujourd'hui à tes enfants ? Que c'est pas la faute des autres. Voilà, quand tu fais ce sport, en fait, si tu mets un coup de ferset dans l'eau, c'est toi qui as tapé le coup de ferset dans l'eau. C'est pas parce que le caddie t'a dit que machin truc. C'est à toi de prendre tes responsabilités. Maintenant, ils sont jeunes, donc voilà, je suis le premier à leur dire où est-ce que t'as mis ton iPad. Ah, mais je sais pas. Non, mais c'est ton iPad. Tu dois savoir où il est, c'est ton iPad. Tu dois voir s'il est chargé. S'il n'est pas chargé, c'est pas ma faute, c'est ta faute. Okay. Donc voilà, des choses simples comme ça qui, à leur âge, parfois leur paraissent un petit peu, à mon avis, encore obsolètes, mais d'être gentil avec les gens, de dire bonjour au monsieur à la station-service. Il faut savoir que là où on habite, nous, le mec de la station-service, il vient du Bangladesh, ça tombe, il n'a pas son passeport en poche, mais peu importe, tu dis bonjour, merci, au revoir. Des trucs de base, en fait, l'éducation pour moi est un truc ultra important et j'ai de nouveau eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'ont éduqué correctement, de savoir bien se tenir à table, d'arriver à un truc habillé correctement, quoi. Des vieilles valeurs européennes, mais qui, peut-être dans la génération dans laquelle on habite, ou dans laquelle on vit, ont, à mes yeux, une certaine valeur, quoi. Et puis je lisais aussi cette phrase, « Quand je suis devenu professionnel à 18 ans, j'avais pour rêve de gagner des tournois, de jouer des grands chelems et la Ryder Cup, de participer aux Jeux Olympiques. J'ai atteint tous ces objectifs.
j'ai savouré toutes ces années. Ouais, ouais. Bah ouais. Bah ouais, mais enfin, tu peux n'être que... Il y a juste un mot, c'est merci, quoi. Même si, de nouveau, c'est toi qui fais, mais tu fais pas ça tout seul. Mais voilà, comme t'es compétitif dans l'âme et tout ça, j'aurais voulu gagner plus, quoi. J'aurais pu gagner plus, j'aurais dû gagner plus. Mais ouais, voilà, écoute, gagner des tournois, mais les premiers trucs que j'étais voir, c'était les Open de Belgique. J'arrivais à peine à voir au-dessus de la pancarte. Et je les regardais comme des dieux, quoi. Des Ballesteros, des Olazabal, des Nick Faldo, des Languière. À l'Open de Belgique, aux août, il faisait dégueulasse, il faisait froid. Et même encore maintenant, chaque fois que je vais aux août, je vois Lee Westwood qui tape son coup de drive du fairway du 15 pour aller chercher le green en 2, quoi. Toutes ces images ne te quittent jamais. Donc avoir eu la chance de le faire, de le vivre, et d'avoir eu en plus de ça des gens à la maison qui ont été tes premiers supporters tout au long de ce voyage, c'est tellement enrichissant. C'est vrai, ouais, merci de nouveau, quoi. En tout cas, on va te remercier, Nicolas, pour toutes ces années, pour cette magnifique carrière, pour tout ce que tu as pu apporter aussi au golf belge et aussi au golf mondial. Et je crois qu'il y a beaucoup de golfeurs qui te sont reconnaissants par rapport à tout cela. Et c'était vraiment un plaisir aussi de te suivre durant autant d'années. Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. Félicitations pour tout. Forcément, tu vas nous manquer. Mais voilà, j'ai un petit mot juste pour te dire merci pour nous avoir fait rêver. Merci pour toutes ces belles années à avoir fait vivre le golf belge. Tu as été une source d'inspiration pour toute une génération, voire même plusieurs générations. Je trouve que c'est vraiment une belle personne et un bon exemple de comment être sur un parcours de golf et en dehors du parcours aussi. Ik als 12-jarige jongen opgekeken naar jou in Medina, veel verschillende locaties. Dus dank u wel voor al de herinneringen die je aan ons hebt gegeven en de motivatie aan de jongere golfers. En ja, dank u wel voor alles en veel succes in de toekomst. Tu fais partie de mon histoire, de l'histoire de Peters aussi, et je pense qu'il y a une petite partie de toi dans notre carrière, donc bravo à toi. La route ensemble a été splendide, on ne regrette rien. On a eu ce qu'on a eu et on te la souhaite que tu la continues. On sera pas loin, t'inquiète pas, on sera pas loin à regarder encore ce que tu fais, on est derrière toi. Ceci conclut cette émission spéciale du Vous Sport Club ici au golf de Ringven. Nous vous rappelons que nous avons une actualité présente sur les réseaux sociaux avec un compte Instagram, une page Facebook et également un compte X. On va également remercier tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Au niveau des montages, c'était Nicolas Bodard. À la production, c'était Pierre Bonhomme. On remercie aussi pour le cadrage Denis Dufay et Frédéric Masson. Et cela va sans dire, on se quitte avec des émotions de Nicolas Colsart sur le circuit. À bientôt. Ciao.